Donc, nous allons maintenant écouter Dr Jacques Joyard, directeur de recherche au CNRS, laboratoire de physiologie cellulaire végétale de l'Université Joseph Fournier de Grenoble. Le titre de sa communication est Transcriptome et protéome, outils pour la génomique fonctionnelle en biologie végétale. Vous avez 40 minutes, monsieur Joyard. Je voudrais tout d'abord remercier Mohamed Anish et tous les gens qui s'occupent de ce workshop et qui font tourner ça depuis quelques années au Maghreb. Je trouve que c'est une super bonne idée. Je suis vraiment extrêmement content de pouvoir participer à ce workshop. Alors donc je vais vous parler de transcriptome, de protéome. Vous en avez entendu parler ce matin plusieurs fois, que ce soit par le professeur Morange ou le professeur Goffo. Là, je voudrais essayer d'être, j'allais dire, un petit peu technique, essayer d'expliquer comment les choses fonctionnent, quelles sont les techniques qu'on peut développer autour de l'analyse du transcriptome et du protéome, essayer de donner quelques exemples dans les recherches qu'on a pu effectuer dans le domaine de la biologie végétale pour l'utilisation de ces outils. Alors bon, on vous a parlé de génome. L'heure, effectivement, la biologie est à l'heure de la génomique, et finalement, on se demande quel va être le prochain génome qui va être séquencé. Et donc, vous avez ici un certain nombre de gens, entre guillemets, qui sont en train de se poser la question, est-ce que votre génome a été séquencé? Est-ce que vous avez déjà eu votre génome séquencé? On n'en est pas encore là. Ceci étant dit, des choses qui sont développées de manière tout à fait systématique, ce sont des travaux dans le domaine de la post-génomique. Et par exemple, je vous prends deux exemples, l'homme et puis une petite plante qui m'est chère. Je ne veux pas dire vraiment qui m'est chère parce que je n'ai rien pour un Arabidopsis et je n'ai pas de sympathie particulière pour cette petite plante, mais pour les plantes en général. Et que ce soit l'homme ou que ce soit Arabidopsis, vous avez à peu près le même nombre de gènes. Donc vous voyez finalement, à partir du même nombre de gènes, on fait des choses qui sont extrêmement différentes. Et la post-génomique, c'est globalement tout le type d'analyse, le type d'études qui peuvent être réalisées après l'analyse du génome, c'est-à-dire aussi bien l'étude des ARN messagers, c'est l'étude du transcriptome, que l'étude des protéines, c'est l'étude de la protéomique. Mais tout de suite, il y a une chose qui est tout à fait essentielle, à laquelle il faut bien penser. Ce matin, nous avons eu dans la présentation de M. Morange un concept, un gène, une protéine. Ça, c'était il y a pas mal d'années que ce concept a été établi. Et maintenant, on sait très bien que ce gène, une protéine, en gros, c'est vrai pour les bactéries, mais c'est absolument pas vrai pour les organismes eucaryotes. Et en particulier, on vous dit, alors là, c'est des chiffres qui sont totalement aléatoires, on ne connaît pas du tout le nombre de protéines qu'il y a. C'est peut-être 1 million de protéines qu'il y a chez l'homme, 2, 3 millions, personne ne sait. Personne ne connaît exactement le nombre des protéines. Et pourquoi on ne connaît pas le nombre de protéines? C'est parce qu'en fait, à partir d'un même génome, on va avoir production d'un certain nombre de protéines par maturation. Vous aurez plusieurs protéines qui vont être produites à partir de ce génome. Vous aurez énormément de modifications post-traductionnelles. Alors les modifications post-traductionnelles, je ne suis pas certain qu'on en ait fait le tour en termes de nature des modifications post-traductionnelles qui existent. Vous avez bien sûr des phosphorylations, vous avez des farnésylations, vous avez tout un tas de modifications qui font que la protéine qui est fabriquée n'est pas du tout la même que celle qui a été formée à partir du gène, et en particulier les fonctionnalités sont différentes. Et puis bon, il y a des problèmes liés à la demi-vie des protéines, des problèmes liés à la localisation. Vous pouvez très bien avoir une protéine synthétisée à partir, fabriquée à partir du même gène, mais qui aura des localisations différentes, dans certaines conditions différentes. Et donc là encore, vous avez des protéines différentes. Et puis bien sûr, il y a tout l'ensemble des partenaires, et souvent vous avez des complexes qui fait que vous avez des grandes variétés de protéines qui peuvent être fonctionnelles. Donc, globalement, du génome au transcriptome, au protéome, au métabolome, tout ceci provient d'un certain nombre d'étapes. Tout d'abord de la transcription de l'ADN en ARN messager, puis ensuite cet ARN messager traduit en protéines, et les protéines doivent se replier, doivent subir des modifications post-traductionnelles, etc., pour pouvoir être efficaces. Et à ce moment-là, la protéine peut servir, peut avoir une fonction biologique bien précise. Par exemple, ici, dans ce cas-là, j'ai pris une fonction enzymatique. Et vous avez des métabolites, d'où la fameuse
l'ensemble des omics dont se moquait gentiment, mais probablement avec raison, le professeur Goffo ce matin, parce qu'effectivement c'est un petit peu ridicule d'avoir tous ces mots, ces noms un petit peu nouveaux qui parlent du génome, du transcriptome, du protéome, du métabolome. C'est à qui inventera un nouveau nom. Donc en fait, bon, mis à part ces aspects un petit peu secondaires, ce qui est intéressant, c'est en fait qu'est-ce que recouvrent ces diverses dénominations. Alors toutes les méthodes de la génomique, entre guillemets, c'est des méthodes qui vont aller, qui vont concerner des molécules différentes. Bon, bien sûr, on a parlé de la notation et de l'analyse comparée des génomes. Ça, c'est la génomique au sens strict. Et puis autrement, l'étude de l'expression des gènes au niveau des ARN messagers, donc le transcriptome, la transcriptomique, des protéines, le protéome. Et puis ensuite, tout un tas de méthodes de génomique fonctionnelle qui vont impliquer des approches génétiques, par exemple fabriquer des mutants, biochimie, fabriquer des protéines recombinantes, être capable de faire des mesures d'activité sur ces protéines recombinantes, mesurer des métabolites, des taux de métabolites, identifier des métabolites, des mesures des analyses cellulaires, en particulier toutes les analyses de localisation. Vous allez voir que c'est quelque chose qui est tout à fait fondamental, et puis physiologique. Et puis après, il y a ce qu'on appelle la génomique ou protéomique structurale. Alors selon que vous êtes un moléculariste pur et dur, quand vous parlez de génomique structurale, c'est en fait la structure des génomes. Et quand vous faites de la biologie structurale et que vous considérez que vous faites des choses à grande échelle, on parle de génomique structurale. Alors pour simplifier le tour, on peut peut-être parler de protéomique structurale de manière à ce que les gens se comprennent. Parce que quand vous entendez parler de génomique structurale, ça recouvre des concepts très différents selon les pays. Alors moi, je vais m'intéresser à un seul des aspects, donc l'aspect transcriptome et protéome. Transcriptome tout d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire transcriptome? C'est transcription du génome, pour faire simple. Donc c'est l'ensemble des gènes qui sont exprimés sous une forme d'ARN messager. Et c'est là que sont les choses importantes à un moment donné dans un individu, un tissu, une cellule, un compartiment cellulaire. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le même génome, mais c'est clair que l'expression de ce génome va être complètement différente selon que vous êtes dans le foie, dans le cerveau, ou si vous considérez une plante dans une racine, une feuille, un épiderme, un stomate, etc. Donc là, vous n'avez pas donc un transcriptome, mais vous avez des transcriptomes qui sont relatifs au système que vous allez utiliser, au tissu que vous allez analyser, à la cellule que vous allez analyser. Alors l'analyse du transcriptome est basée sur des choses tout à fait simples, un principe de base tout à fait simple qui est lié à la structure même de l'ADN. Vous savez que l'ADN est constitué de 2 brins complémentaires, les fameuses successions de 4 bases ATGC, avec A complémentaire de T et G complémentaire de C. Eh bien, le fonctionnement, le principe de base de l'analyse du transcriptome va reposer sur ça, sur le fait qu'on ait 2 brins complémentaires, que ces 2 brins complémentaires s'hybrident l'un avec l'autre et uniquement l'un avec l'autre. Et qu'en fait, cette hybridation est réversible. C'est-à-dire qu'on peut faire une hybridation et la relever. Ça, c'est le principe de base qui va permettre aux analyses de transcriptome de fonctionner. Et ensuite, eh bien, ça va être de déposer des échantillons provenant de gènes amplifiés, ou provenant d'oligos, ou provenant d'un certain nombre de petites molécules dérivées d'un gène, qui caractérisent un gène, le déposer sur un système. Alors bien sûr, au début, on peut faire ça sur une membrane de nylon, une membrane de nitrocellulose, et puis déposer ça quasiment avec une pipette, on fait des petits spots, et là on a déjà la base de la fabrication d'un array. Mais bien sûr, on peut faire ça avec un ensemble de robots, et ces ensembles de robots permettent de faire, comme vous l'avez sur la photographie en bas à droite, des petits dépôts. On les devine comme ça les uns à côté des autres, et ces petits dépôts correspondent aux diverses séquences que vous avez pu déposer sur la lame de verre, et c'est ces séquences qui vont être utilisées ensuite pour l'analyse du transcriptome. Alors ici, donc encore honneur au professeur Goffo, je sors 2 levures. Une levure à droite, une levure à gauche. Ce qu'on veut, c'est comparer ces 2 levures. Et il y a une levure qui va subir l'action d'un stress, l'action d'une molécule, l'action d'une molécule toxique, par exemple. Et on va vouloir comparer ces 2 échantillons. Et donc, on va fabriquer des sondes fluorescentes, l'une qui va fluorescer en rouge, l'autre qui va fluorescer, enfin, entre guillemets, en vert. Et ensuite, en hybridant ces molécules fabriquées qu'on va extraire à partir des cellules de levure, on va hybrider ça sur une lame de verre, et puis ensuite on va analyser ça, et on va avoir les fameux petits spots que tout le monde voit, qu'on a déjà vu, les signaux rouges, verts ou jaunes, qui correspondent à rouge, c'est des gènes induits, vert, c'est des gènes réprimés, jaune, des gènes invariants.
Et pour analyser ça, quand on a déposé par exemple tous les génomes, tous les gènes correspondant à l'homme ou à Arabidopsis sur une lame de verre, ce qui est très facile parce qu'on arrive à faire des dépôts de manière très simple, eh bien, il va falloir trier ça, et ça c'est l'analyse bioinformatique, l'analyse informatique, qui va permettre de donner du sens à tous ces petits spots rouges, jaunes ou verts. Alors ici, vous avez deux types d'arrêts, des micro-arrêts, des macro-arrêts. Les macro-arrêts, c'est ceux dont je vous parlais tout à l'heure, quasiment que vous pouvez faire à la main. Et là, vous pouvez utiliser pas uniquement de la fluorescence, mais aussi de la radioactivité. Il y a tout un tas de sondes qui vont permettre de visualiser le niveau d'expression des gènes que vous allez analyser. Et vous voyez par exemple sur la partie droite que la partie qui est entourée par un petit rectangle rouge, et bien dans un échantillon, il y a une expression, on voit de la radioactivité, et puis dans l'échantillon du bas, il n'y a pas d'expression. Donc on peut comme ça comparer l'expression d'un gène donné. Et puis sur les micro-arrêts, on a des quantités qui sont beaucoup plus grandes. Et pour vous donner l'exemple, vous avez ici une distribution qui vous donne la taille des spots. Par exemple, sur des micro-arrêts, vous allez avoir des spots qui vont faire moins de 0,2 mm. Et puis, dans le cas des macro-arrêts, des spots de plus de 1 mm. Ça vous donne une idée de la taille, mais de toute façon, avec ça, la seule différence entre les deux, c'est la densité des échantillons et finalement le nombre d'échantillons que vous allez pouvoir analyser. Alors tout ceci nécessite des analyses statistiques, ça c'est tout à fait essentiel, c'est-à-dire donner du sens à l'ensemble de ces données, et puis aussi des confirmations à petite échelle, parce que tous les gens qui font de la biologie, il ne faut pas croire qu'ils font de la biologie à grande échelle pour de la biologie à grande échelle. En général, il y a des familles de gènes qui les intéressent, et ceux qui les intéressent, ils vont faire des vérifications spécifiques pour bien vérifier que l'expression qui a été obtenue sur ces micro-arrêts ou macro-arrêts a vraiment du sens. Le problème là-dedans, c'est comme toujours, c'est les ARN qui sont faiblement représentés, qui posent un vrai problème et qui peuvent être utilisés avec d'autres technologies. Alors à côté de ces macro-arrêts, micro-arrêts, il y a des puces affymétriques dont je ne vous parlerai pas, mais qui sont des systèmes dans lesquels on va faire des synthèses d'oligos par des procédés photolithographiques et qui vont permettre d'avoir des petits bouts de séquences qui vont caractériser comme ça un certain nombre de gènes. Et Affymetrix, c'est un dispositif commercial qui est vendu partout dans le monde entier, qui marche bien d'ailleurs, et qui revient au fonctionnement quand même relativement cher, mais qui marche effectivement très bien. Alors l'exemple que je voudrais vous donner, c'est des travaux qui ont été réalisés par un ami américain. Alors si j'ai pris cet exemple-là, c'est pas parce que c'est un copain qui fait ça, c'est surtout parce que je trouve que c'est joli, le rythme circadien. Et en fait, le rythme circadien, ça concerne pas mal de gens, aussi bien les gens qui travaillent sur les plantes que les insectes ou même l'homme. Les rythmes circadiens, c'est essentiel pour les plantes parce que les mouvements des feuilles, la photosynthèse, tout ça est relié à des phénomènes qui sont rythmés par les interventions aujourd'hui. Et puis autrement, vous avez bien sûr par exemple les insectes, la locomotion, l'éclosion dans des œufs de fourmis par exemple sont aussi liés à des rythmes circadiens. Et puis chez l'homme, bien sûr, le cycle, le sommeil, le réveil, la température corporelle, tout un tas d'éléments sont comme ça réglés par les rythmes circadiens. Alors l'expérience qui a été faite, c'est une expérience qui a été faite sur Arabidopsis thaliana. Donc ça, à gauche, vous avez Arabidopsis, c'est une plantule qui est là en grand éclat, qui fleurit, donc qui est relativement grande, mais en général, les expériences et les stagiaires qui vont faire ça vont voir que ça peut être beaucoup plus petit. Les petites plantules qui ont été apportées, que j'ai vu hier dans les boîtes de Petri, c'est quelque chose qui fait quelques millimètres. Arabidopsis, c'est un outil qui est assez formidable pour faire de la génétique, pour faire de la génomique. Pourquoi? Parce que c'était une plantule dont le génome qui était de petite taille, et ça c'était quelque chose qui était tout à fait important parce que quand les gens se sont excités au début pour le séquençage du génome, les problèmes techniques étaient tels, et André Goffo l'a rappelé ce matin, c'est que le génome de levure, ça posait des problèmes, il y a beaucoup de gens qui se sont impliqués là-dedans, donc analyser d'emblée des génomes gros, c'était pas simple, donc Arabidopsis c'est un petit génome, et puis surtout c'est un outil sur lequel on peut faire de la génétique qui a un très court cycle de reproduction, avec lequel on peut faire des choses, bien sûr pas aussi bien qu'avec de la drosophile ou de la levure, mais on peut faire des choses en termes de planter, de récupérer des graines, etc., d'avoir des cycles de végétation qui sont suffisamment courts pour pouvoir faire des analyses systématiques. En plus de ça, au niveau de la génétique, ce qui avait d'intéressant aussi, c'est que cette petite plante, il a été très facile de faire des insertions à l'intérieur du génome et donc de faire des mutants. Et donc il y a des collections de mutants qui sont absolument considérables et qui peuvent ainsi, pratiquement tous les gènes d'Arabidopsis
Il y a des chaos qui existent dans pratiquement tous les gènes d'Arabidopsis. Donc pour faire des analyses fonctionnelles, c'est un excellent moyen. Donc, alors qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà, on prend nos plantules d'Arabidopsis, on leur fait suivre des cycles d'alternance jour-nuit, et puis au bout d'une semaine, globalement, on a commencé l'expérience, c'est-à-dire que la plante a pris son rythme, et donc on va extraire les ARN messagers à des moments donnés, et puis on va faire des hybridations avec les puces, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et analyser la fluorescence. Et alors on obtient des choses qui sont absolument énormes, et donc il va falloir trier parmi les centaines de gènes dont l'expression est modifiée, tous ceux dont le rythme est régulé par le rythme circadien. Alors quand on voit ça, c'est vraiment chercher une aiguille dans une meule de foie, donc c'est quelque chose qui est très difficile. Donc là encore, c'est des analyses, ce que je disais tout à l'heure, des analyses informatiques, bioinformatiques, des analyses statistiques, qui vont permettre d'essayer de donner du sens à tout ça. Et donc parmi ces gènes qui sont, dont l'expression est modifiée par le rythme circadien, par exemple, vous avez les gènes de la photosynthèse, et vous voyez que si on prend les gènes les uns à côté des autres, vous voyez très bien que vous avez des rythmes qui suivent les alternances jour-nuit. Vous avez en haut le gène de la magnésium chélatase, vous avez des gènes du photosystème 1, des gènes des complexes de capture de la lumière, du gène du photosystème 2. Dans tous les cas, vous avez un rythme qui peut être mesuré comme ça, qui peut être déterminé. Donc on peut comme ça identifier des familles de gènes qui suivent le même rythme. Alors en faisant ça, eh bien, on arrive à des choses qui sont tout à fait intéressantes, c'est-à-dire que finalement, quand on prend une plante et qu'on la met à des alternances jour-nuit, alors c'est des choses évidentes, hein, c'est-à-dire que le matin, quand le soleil se lève, où la lumière est mise en route dans la chambre de culture, la première chose que perçoit la plante, c'est la lumière, et la photosynthèse va se mettre en route. Et c'est une chose qui est tout à fait importante, c'est-à-dire qu'à peu près à mi-journée, c'est là que tous les gènes qui vont être essentiels à la floraison vont se mettre en route, à l'époque où effectivement c'est essentiel. Et puis la photosynthèse, ça fabrique des triosophosphates. Ça fabrique du sel, et ces triosophosphates sont exportés hors du chloroplasme pour fabriquer du saccharose. Et donc tout le métabolisme du saccharose, c'est des enzymes qui vont se développer, qui vont se mettre en route, et dont l'expression des gènes du métabolisme du saccharose vont être extrêmement actifs au moment où la photosynthèse va être la plus active. C'est là qu'on aura la meilleure expression des gènes du métabolisme du saccharose. Et puis en fin de journée, c'est les mécanismes d'élongation cellulaire. Et c'est un peu logique, c'est-à-dire les problèmes qui sont liés à la croissance. Puis on a déjà produit un certain nombre de matériaux lors de la photosynthèse, ils ont été utilisés, métabolisés, et donc les processus de développement de la plante peuvent se mettre en route. Et puis dès qu'on éteint, la première chose que la lumière s'éteint, la première chose qui est sensible, et tout le monde est sensible le soir, la première chose qu'on fait le soir quand le soleil se couche, c'est mettre une petite lèvre, parce que tout de suite on a un sentiment de fraîcheur. Et effectivement, les gènes qui sont impliqués dans la réponse au froid de la plante sont induits dès que la lumière tombe, dès que la nuit commence. Et alors après, eh bien, pendant toute la journée, vous savez, on a produit le métabolisme du saccharose qui s'est développé. Le métabolisme du saccharose, s'il y a trop de photosynthèse, ce qui se passe, c'est que tous les transporteurs qui sont sur la membrane plasmique de la cellule photosynthétique, tous ces transporteurs vont commencer à être bloqués parce que la cellule n'aura plus la capacité à exporter le saccharose dans les vaisseaux. Et donc ce qui se passe à ce moment-là, le niveau de saccharose va augmenter. Et le fait que le niveau de saccharose augmente, ça va conduire à la synthèse d'amidon à l'intérieur du chloroplasme parce que le transport de phosphate au niveau de l'enveloppe du chloroplasme, l'échange phosphate, triophosphate ne fonctionne plus. Et donc à ce moment-là, à l'intérieur du chloroplasme, les triophosphates sont utilisés pour synthétiser de l'amidon. Eh bien, toute cette synthèse s'effectue au moment, en fin de journée, quand la photosynthèse est vraiment extrêmement active. On a donc stocké de l'amidon pendant la fin de journée, et pendant la nuit, cet amidon va être utilisé par la plante, redistribué dans la plante. Tous les mécanismes de transport vont se remettre en route, et ce qui est important, c'est que toutes les enzymes qui sont impliquées dans la métabolisation de l'amidon vont se mettre elles aussi à fonctionner. Alors, les phénylpropanoïdes, c'est des molécules qui sont liées à la synthèse de lignine, qui sont liées, disons, aux anthocyanes. Toutes ces petites molécules sont fabriquées, elles, pratiquement en fin de nuit. Et en fin de nuit aussi, l'assimilation de l'azote et la dissimilation du soufre, c'est-à-dire la synthèse des acides aminés, tout ceci va se mettre en route aussi. Et puis, le jour commence, le nouveau jour commence, et à nouveau, le cycle lumineux peut se remettre en route, et la plante va percevoir la lumière. Alors vous allez me dire, il y a beaucoup d'évidence dans ce que je vous ai raconté. Et je ne vous raconte pas des exemples, des cas particuliers de résultats qui ont été obtenus. Mais il y avait des choses qui étaient très intéressantes, c'est-à-dire, quand on a ce genre de processus qui est analysé, on se rend compte comme ça qu'il y a des gènes dont on ne connaît pas la fonction, dont on ne connaît pas le rôle, qui vont suivre
par exemple, le rythme de la synthèse des phénylpropanoïdes. Et en regardant ça, eh bien, on se rend compte que ce sont des facteurs de transcription qui sont essentiels à la synthèse de ces molécules. Et donc comme ça, toute cette analyse qui paraît globale, qui paraît sans grand intérêt, qui paraît redonner des évidences, eh bien ces analyses-là vont permettre d'identifier la fonction, tout au moins ils n'ont pas d'identifier la fonction, mais de donner des pistes pour ensuite faire des analyses fonctionnelles beaucoup plus poussées. Alors globalement, les puces, c'est effectivement une approche globale. Une approche globale, ça des avantages, c'est une vision de recul. On voit tout de suite les choses bien mieux quand on regarde l'ensemble des choses, et ça conduit à des observations inattendues, je vous le dis à l'instant. Le problème aussi, la chose qui est intéressante, c'est que les puces, ça permet une intégration. Ça permet donc de mettre en avant des reprogrammations métaboliques. On voit très bien des voies métaboliques entières qui se mettent en route à un moment ou à un autre. Et ça, c'est tout à fait intéressant de voir ces voies métaboliques qui se mettent en route. Et ça, c'est effectivement par analyse bioinformatique des données, on peut voir ces voies métaboliques qui sont identifiées. Alors les applications, il y a des applications potentielles majeures dans le domaine de la santé, tout bêtement dans le domaine du diagnostic. C'est tout à fait utile et intéressant d'avoir des puces qui sont dédiées au diagnostic. Et puis, qualité de la vie, ça n'améliore pas la qualité de la vie, mais tout simplement, ça permet le suivi et le contrôle de l'environnement et des process agroalimentaires. Donc avec les biopuces, moi je ne pense pas qu'il faut faire des grandes promesses dont on parlait ce matin, mais il y a des choses concrètes qui peuvent fonctionner, qui marchent très bien, et c'est sur celles-ci qu'il faut capitaliser. Toujours une chose importante, je reviendrai tout à l'heure, la bioinformatique. Il y a une chose que les gens se rendent compte tout de suite dès qu'ils commencent à manipuler des données ou essayer de donner du sens aux choses, c'est que si on n'a pas à côté de soi des biomathématiciens, des gens qui font de l'analyse statistique, des gens qui sont capables de créer des algorithmes d'analyse, eh bien on ne va pas loin avec toutes ces analyses à grande échelle. Et c'est vrai quel que soit le mode d'analyse, c'est vrai dans le cadre du transcriptome, et c'est vrai dans le cas du protéome dont je vais vous parler un peu. Alors, le protéome, c'est un nom qui vient à peu près de la même chose que le transcriptome, c'est-à-dire c'est le mot anglais Protein Complement of the Genome, c'est d'ailleurs les protéines codées par le génome. Et là encore, si on reprend le même exemple de définition que je vous donnais tout à l'heure, c'est l'ensemble des protéines qui sont exprimées à un moment donné par le génome d'un individu, dans un tissu, une cellule, un compartiment cellulaire. C'est-à-dire que là encore, il n'y a pas un protéome, on ne fait pas une analyse protéomique, mais il y a des protéomes. Et la grosse différence que vous avez au niveau entre le protéome et le transcriptome, c'est qu'en biochimie, on n'a pas de processus d'amplification. C'est-à-dire qu'on peut amplifier des gènes. Vous avez une PCR qui est un outil absolument extraordinaire, mais malheureusement, les biochimistes comme moi n'ont pas de technique de ce type-là. Et donc, l'analyse du protéome, c'est quelque chose sur lequel il faut revenir en permanence. Et en plus de ça, une grosse différence avec l'analyse transcriptomique, c'est que je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'avait pas une idée de l'ensemble des protéines qui sont présentes dans un tissu, une cellule donnée. Donc jamais, et au grand jamais, une analyse protéomique sera exhaustive. On peut avoir tout l'ensemble des gènes sur une puce, on n'aura jamais la connaissance de l'ensemble des protéines qui sont fabriquées à partir d'un gène. Et ça, c'est une chose qu'il faut bien mettre en compte, c'est-à-dire que quand on veut comparer des résultats, et c'est tout à fait logique, on essaye de comparer des résultats qui viennent d'une analyse transcriptome avec ceux qui viennent d'une analyse protéomique, on ne peut pas les comparer parce qu'on ne compare pas les mêmes choses. Alors, qu'est-ce que c'est que l'analyse protéomique? Là encore, il y a cette notion de grande échelle. Donc, analyse à grande échelle des protéines pour essayer d'appréhender l'organisation et le fonctionnement de la cellule. Et cette analyse protéomique, elle se décompose en gros en deux étapes. La première étape, c'est une étape de séparation des protéines. C'est-à-dire que vous prenez un échantillon, vous extrayez à partir de cet échantillon des protéines, et puis ensuite, vous allez essayer d'en avoir, disons, des polypeptides individualisés qui sont dans le creux de la main, que vous allez essayer d'analyser. Et cette étape de caractérisation suivante, qui se fait essentiellement actuellement par spectrométrie de masse, et de recherche dans les bases de données qui va permettre d'identifier les protéines d'intérêt. Mais il faut bien vous dire que dans beaucoup de cas, et pour beaucoup de gens, l'analyse protéomique elle se limite à cette étape de séparation sur gel 2D. Et c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Je vais vous donner un exemple fait au laboratoire. C'est l'analyse de l'impact du cadmium sur le protéome d'Arabidopsis. Alors je vous dis le protéome d'Arabidopsis. Je vous ai dit tout à l'heure que ça n'avait pas de sens, hein, c'est-à-dire que c'est une réduction de dire quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce que ça implique? Ça implique de préparer des échantillons à partir de plantules qu'on a cultivées avec des concentrations données sur des concentrations données de cadmium.
Et donc là, ce qui a été réalisé au laboratoire, ça a été une série d'analyses absolument considérables avec des concentrations différentes à des temps différents. Là, vous avez des concentrations, vous avez 8 concentrations différentes qui sont montrées. Vous avez des temps différents, c'est-à-dire que vous allez laisser votre cadmium pendant une journée, 2 jours, 6 jours, 7 jours, etc. Vous allez multiplier le nombre de séparations et le nombre de gels bidimensionnels. Et vous voyez qu'ici, enfin je ne sais pas si vous remarquez, mais on voit que les divers gels qui sont montrés sur ces images sont extrêmement reproductifs, sont extrêmement propres. Et ça demandait avant tout un énorme travail de standardisation des modes opératoires pour fabriquer des gels 2D, de manière à pouvoir comparer les profils qui sont exprimés. Ici, vous avez un agrandissement, vous avez quelques concentrations dans une zone du gel qui est agrandie, vous avez une référence, et puis ensuite, vous avez des concentrations très faibles de cadmium, et vous avez des protéines ici dont l'expression est réprimée en présence de cadmium. Alors vous voyez tout de suite qu'ici, on fait de l'analyse protéomique, mais la seule chose qu'on a fait, ça a été de séparer ces protéines sur un gel 2D. Ça ne vous donne aucune information sur la nature des protéines, et la manière d'analyser ça, c'est de l'analyse d'image. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est développé, qui est extrêmement utile, c'est quelque chose sur lequel je ne ferai aucune critique de fond, mais c'est quelque chose, ce n'est que de l'analyse d'image, et si on veut connaître des protéines qui sont modifiées dans l'expression et modifiées dans ces cas-là, il va falloir faire de l'analyse par spectrométrie de masse. Le système de dégradation d'Hellman, qui était un système extrêmement utile et extrêmement fonctionnel, est encore utilisé un tout petit peu dans certains laboratoires, mais c'est vraiment la révolution, et là je crois qu'on peut parler de révolution dans l'analyse des protéines à un certain niveau, et bien ça a vraiment été l'analyse en spectrométrie de masse, et c'est d'ailleurs pas pour rien que le prix Nobel a été attribué il y a quelques années de ça, pour la personne qui a permis de faire la nébulisation des petits peptides dans le spectromètre de masse, c'est-à-dire que vous allez voir ces petits peptides qui sont produits à partir d'une protéine. Il fallait les mettre dans des conditions telles qu'on puisse faire des ions, puisqu'en spectrométrie de masse, ce sont des ions qu'on va analyser. Et ça a été vraiment un tour de force, et c'est pour ça que le prix Nobel a été attribué à la personne qui a inventé ça. Alors l'analyse protéomique, c'est quelque chose qui est effectivement extrêmement dépendant des développements technologiques. Je vous ai dit, tout vient d'électrophorèse 2D. Et c'est clair que c'est ça qui a permis de séparer les protéines. Donc l'électrophorèse 2D, je vous le rappelle, dans un premier sens, on va séparer les protéines en fonction de leur point isoélectrique. Et dans le deuxième sens, donc là on va se mettre dans des conditions natives, des conditions un petit peu, disons, naturelles en termes de conditions de milieu pour la protéine. Et puis dans le deuxième sens, on va en général rajouter un détergent, de manière à séparer les complexes, séparer les polypeptides les uns des autres, et on va séparer les protéines sur la base de leur masse moléculaire. Donc l'électrophorèse 2D, c'est ça, la technique de base pour l'électrophorèse 2D. Alors ensuite, bon, il y a eu la spectrométrie de masse, qui a été vraiment essentielle, et maintenant on voit toutes les approches de type bioinformatique qui sont essentielles. Et c'est le fait qu'on ait pu faire du séquençage de génome, c'est-à-dire on a pu avoir à partir des informations génomiques et la notation des génomes et l'identification des zones sur lesquelles il y avait où les gènes étaient codés et donnaient des ARN messagers, donnaient des protéines. À partir du moment où on a eu ces informations-là, on a pu les comparer avec les informations obtenues par la spectrométrie de masse. Alors rapidement, la première voie, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'électrophorèse. L'électrophorèse 1D. L'électrophorèse 1D, c'est une technologie simple, c'est une technologie qui demande un détergent, et elle a une résolution limitée. Bien pour nous, ça s'est révélé être un outil absolument remarquable pour analyser les protéines membranaires, les protéines hydrophobes. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Deuxième type, bien sûr, l'électrophorèse 2D, séparation optimale. Ce qui marche très très bien là-dedans, c'est l'analyse de modification post-traductionnelle. Le problème, c'est que la dynamique de l'analyse par électrophorèse 2D est très basse, c'est-à-dire qu'en gros, on a 1 millier de protéines majeures de l'échantillon qu'on analyse. Dans le meilleur des cas, c'est 1 millier, 2 milliers de protéines. C'est-à-dire que les protéines qui sont présentes à l'état de quelques copies dans votre échantillon, vous ne les verrez jamais par électrophorèse 2D. Et ça, c'est vraiment une limitation. Et puis, bien sûr, le problème des points isoélectriques extrêmes. Il y a des protéines qui ont des points isoélectriques de 12, et là, les définitions des gels 2D ne sont pas très bonnes. Les masses moléculaires faibles aussi ne sont pas toujours bien données. Les protéines un peu acides, mais là, il y en a bien moins de protéines très acides par rapport aux protéines très basiques. Et puis les protéines hydrophobes. Je reviendrai là-dessus dans un instant.
Première étape, donc, on va digérer ces protéines. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un gel 1D, parce que j'oublie, nous, on utilise les gels 1D de manière systématique. Maintenant, on les utilise même plus, mais quand même, globalement, on utilise les gels 1D et on va couper le gel. Et c'est pas parce qu'on voit rien qu'il n'y a rien dedans. Ça, c'est une chose qui est tout à fait intéressante, c'est que la spectrométrie de masse, c'est un outil qui est extrêmement sensible. Et donc, c'est pas parce qu'on ne colore pas les choses avec du bleu de cobacite qu'il n'y a pas de protéines à l'intérieur. Et donc, on est capable, on prend un gel, on le coupe en gros en une vingtaine de bandes, et dans chaque bande, on va analyser ensuite par spectrométrie de masse les protéines. En gros, vous allez voir, c'est de l'ordre, on peut sortir dans une bande comme ça une cinquantaine de protéines. Donc, première chose, on coupe par la trypsine. Alors, la trypsine, lysine, arginine, on va couper la protéine par petits bouts, et chaque petit peptide qu'on obtient va avoir une masse donnée bien précise. Et ces masses bien données vont pouvoir être utilisées avec deux techniques de spectrométrie de masse, la technique de Malditov et la technique de nano-LC et MSMS. Je vais revenir là-dessus dans un instant. Malditov. Alors MALDI, ça veut dire Matrix Assisted Laser Desorption Ionization. Donc ça veut dire on va ioniser des molécules par désorption en utilisant un laser pour sortir donc ces ions d'une matrice. Et le système de détecteur, c'est un analyseur en temps de vol, time of flight. Alors vous avez à gauche la cible sur laquelle on a déposé notre échantillon qui contient une matrice et des peptides. Et on dépose ça sur des petites plaques métalliques. Et donc vous voyez tout de suite le nombre de spots qu'on peut mettre, c'est-à-dire qu'on va faire ça à partir des divers échantillons qu'on va sortir par exemple d'une analyse de G2D. On bombarde avec un laser, et donc on va faire désorber ces molécules de la cible. Les faisant désorber de la cible, on va fabriquer des ions par transfert de protons de la matrice sur le peptide qu'on vient de sortir. Et c'est ce peptide qui est chargé à ce moment-là, qui va pouvoir migrer dans le spectromètre de masse, dans une analyse, donc dans un tube de vol. Or les ions ont la même énergie, mais c'est la masse qui va être importante dans ce domaine-là. Et donc vous avez une vitesse différente de vol de vos peptides, selon leur masse, bien sûr, parce que l'énergie, par contre, elle tend toujours la même. Et derrière, on va détecter ça, et on va faire, donc, déterminer des paramètres qui vont permettre de déterminer la masse du petit peptide qui volait dans l'analyseur. Alors en fait, on en a plusieurs, bien sûr, c'est un mélange, et donc on obtient ce qu'on appelle une carte peptidique massique, c'est-à-dire cette espèce de code barre qui va être caractéristique de l'échantillon qu'on est en train d'analyser. Et ça, il faut vraiment le prendre comme un code barre. C'est-à-dire qu'à partir de cet échantillon, on va faire des analyses bioinformatiques, on va comparer ça à des bases de données protéiques, et puis on va pouvoir, comme ça, si, et seulement si, la protéine est déjà identifiée dans les bases de données, on va pouvoir identifier la protéine ou les protéines qui sont présentes dans ce mélange, et ça marche seulement bien quand il y a un nombre très limité de protéines à l'intérieur. Et donc on identifie une protéine, et donc ça c'est un système qui marche vraiment remarquablement bien, et c'est l'outil de base, à mon avis, pour faire de l'analyse protéomique dans un laboratoire. Alors, les limites de cette identification par carte peptidique massique, bon, je vous disais tout à l'heure, les protéines de faible masse moléculaire, et bien dans ce cas-là, le problème, c'est que plus c'est petit, moins il y a de peptides qui sont fabriqués. Et moins il y a de peptides qui sont fabriqués, qui sont générés à partir de la protéine, plus c'est difficile d'identifier ce peptide-là, de dire que ce peptide-là, il est effectivement à cette protéine-là. Donc la différence, elle est vraiment liée à ça. Si on a plus de 2-3 protéines dans cette bande-là, eh ben on va avoir une grosse difficulté à trier tout ça. Et puis, donc tout à l'heure encore, si la protéine est inconnue, là c'est bien difficile d'identifier la protéine. C'est de la palissade, mais enfin c'est une réalité. Par contre, c'est très efficace si les protéines sont séparées par gène. C'est très efficace si ça provient d'organismes dont le génome est extrêmement bien connu, dans lequel on a des informations sur les gènes, dans lequel on peut faire comme ça des prédictions. Alors, tout ceci peut fonctionner sur des plateformes à haut débit, robotisées, qui permettent donc, à partir d'un gel 1D, d'un gel 2D par exemple, on va digérer tous les spots les uns derrière les autres, déposer ça sur les cibles MALDI dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis ensuite analyser ça avec le spectromètre de masse, et puis faire des analyses bioinformatiques de manière à identifier les protéines, et comme ça on peut faire, disons, 200-300 protéines facilement par jour d'identification. Donc c'est pour ça que ça c'est une technique qui est extrêmement utile dans un laboratoire. Les choses sont plus difficiles et plus délicates quand on passe à la nano-LC MSMS. Alors je vais vous expliquer tout l'ensemble de ces cycles. MSMS, ça veut dire spectrométrie de masse en tandem. Et nano-LC, ça veut dire qu'on va utiliser une colonne de chromatographie qui a des nanodébits. Et à partir de ça, ce qu'on va pouvoir faire, ce sont des séquences, mais d'un seul peptide.
Et c'est une chose qu'il faut bien... Vous avez vu tout à l'heure qu'on avait un mélange de peptides, on avait une carte peptidique classique, on identifiait la masse de chacun des peptides qui étaient présents dans le système. Et bien là, on va analyser cette séquence peptide par peptide, et on va déterminer cette séquence, mais toujours, il faudra revenir à des analyses, recherche d'homologie dans les banques de données, des banques de données génomiques, etc. Alors voilà ce que c'est qu'un spectromètre de type quadrupole time of flight, c'est toujours des analyses à votre envol. Je vous disais tout à l'heure que la base du système, c'est vraiment ce système qui permet de faire de l'analyse électrospray. Et donc, on a nos échantillons qui sont analysés. Vous avez ici tout l'ensemble des peptides qui sont générés dans l'échantillon qui arrive à l'instant T dans le spectromètre de masse. Alors,